J'ai empoisonné le champagne de ma belle-mère d'une dose juste assez subtile pour la plonger dans un coma éternel. Et tout le monde a applaudi en pensant que c'était un accident. Mon mari, ce traître aux yeux bleus comme la Seine, m'avait juré fidélité devant l'autel de Notre-Dame, mais il baisait ma propre sœur dans notre lit conjugal, un secret que j'ai enterré plus profond que les catacombes. Et quand j'ai annulé son satané anniversaire pour la laisser crever seule dans son manoir de Versailles, devinez qui a frappé à la porte au milieu de la nuit, un couteau ensanglanté à la main? Moi-même, revenu des enfers pour achever le festin. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, m'a vu naître et me briser en 1000 éclats de verre brisés sous les roues d'un taxi fou sur les Champs-Élysées. J'étais Claire Duval, fille d'un boulanger modeste du Marais et d'une couturière qui rêvait de robes haute couture pour des fantômes. À 25 ans, j'ai rencontré Étienne Laurent, héritier d'une lignée de banquiers qui sentait le vieux papier et l'ambition rance. Il était beau, avec ses cheveux châtains ondulés et son sourire qui promettait les étoiles de la Tour Eiffel. Nous nous sommes mariés dans une petite chapelle de Montmartre, entourée de roses rouges et de mensonges sucrés comme des macarons. Les premiers mois étaient un rêve fiévreux. Étienne m'emmenait dîner au Fouquet's, où les serveurs glissaient des regards envieux sur ma robe noire moulante. Sa mère, Marguerite Laurent, une veuve acariâtre aux lèvres peintes en rouge sang, me tolérait à peine. Une petite boulangère pour mon fils? C'est comme mettre du pain rassis dans un plat de foie gras, murmurait-elle à ses amis du club de bridge, ses vipères en perles et tailleurs Chanel. Mais je serrais les dents, car Étienne me serrait contre lui la nuit, et ses murmures d'amour effaçaient les piques. Puis vint le jour où tout bascula, comme un pont qui s'effondre sous le poids des secrets. C'était un soir d'automne pluvieux, les feuilles mortes collées au pavé de la rue de Rivoli. J'étais rentré plus tôt de mon travail à la librairie Shakespeare & Company, les bras chargés de livres jaunis sur Baudelaire et ses fleurs du mal. La porte de notre appartement haussmannien grinça, et je les vis, Étienne, torse nu, en train de rire avec ma sœur cadette, Isabelle. Elle, avec ses cheveux blonds comme les blés de Normandie que nous n'avions jamais vus, était étalée sur notre lit, ses jambes enroulées autour de lui comme une vigne vierge empoisonnée. Je ne criais pas. Non, ce n'était pas mon style. Au lieu de cela, je restais figé dans l'ombre du couloir, écoutant leurs rires étouffés se muer en gémissements. Isabelle, ma propre chair et sang, celle à qui j'avais donné mes robes d'adolescente et mes rêves d'avenir. Elle est si ordinaire, Étienne, susurra-t-elle entre deux baisers. Toi et moi, nous sommes faits pour les sommets. Imagine, la banque de ton père, mon ambition en politique. Claire, elle n'est qu'un poids mort. Il rit, ce rire que j'aimais tant, et répondit « Chut, mon amour. Bientôt, elle signera les papiers. Maman s'en charge. » Le choc fut comme un coup de poignard dans les côtes, froid et précis. PHNB ne commence pas par un baiser volé. Elle s'enracine dans les murmures, dans les alliances scellées dans l'ombre. Je me retirai sans un bruit, descendis les escaliers en trébuchant, et errai sous la pluie jusqu'au pont des Arts. Là, accroché à la rambarde, je jetai ma bague de fiançailles dans la Seine, observant les vaguelettes l'engloutir comme un sacrifice aux dieux oubliés de cette ville impie. Les jours suivants furent un balai de mensonges. Étienne rentrait tard, prétextant des réunions à la bourse. Isabelle m'appelait pour des conseils de sœur, sa voix sirupeuse masquant le poison. Et Marguerite? Elle m'invita à thé dans son hôtel particulier du 16e arrondissement, un palais de marbre et de regrets. Assise sur un fauteuil Louis XV, elle me servit du Darjeeling brûlant et lâcha. Ma chère Claire, Étienne mérite mieux. Une femme de son rang ne peut traîner une roturière. Signez les papiers de divorce, et je vous offre une somme généreuse. Sinon. Ses yeux, d'un gris acier, se plissèrent. Sinon, votre petite librairie pourrait bien fermer pour dettes impayées. C'est là que je compris. Ce n'était pas une liaison isolée, mais un complot familial. Marguerite avait tout orchestré, utilisant Isabelle comme appât, car ma sœur, ambitieuse et sans scrupules, visait le poste de conseillère municipale grâce aux relations des Laurent. Et moi? J'étais l'obstacle, la roturière qui osait aimer au-dessus de sa condition. Mais ils ignoraient une chose. J'avais un secret, un fardeau que j'avais porté seul depuis des années. À 18 ans, j'avais avorté en secret d'un enfant d'Étienne, lors d'une nuit impulsive avant notre mariage. Il ne savait rien. J'avais géré seul, dans une clinique anonyme de Belleville, pour ne pas briser son avenir. J'avais Gann Titaille chaud en Y, porté le poids de notre folie juvénile. Et maintenant, il me trahissait pour un futur sans tache. La rage grandit en moi comme une tempête sur la Manche. Je commençais à planifier, non pas avec des cris, mais avec la précision d'un horloger suisse. Paris devint mon échiquier, les cafés enfumés du quartier latin pour observer, les bibliothèques de la Sorbonne pour étudier les poisons discrets, belladone, extraits de digital, subtils comme les intrigues de Racine. Je souris à Étienne le soir,
cuisiner ses plats préférés saupoudrés d'herbes anodines qui le rendraient somnole, juste assez pour fouiller ses tiroirs. Là, je trouvais les lettres, des missives codées entre lui et Isabelle, des virements bancaires de Marguerite pour soutenir l'avenir d'Isabelle. Et un dossier, des faux documents accusant moi de vol à la librairie, prêts à être soumis à la police. Le premier acte de vengeance fut modeste, presque poétique. J'annulai la réservation de notre escapade à Deauville, prétextant une grippe. Au lieu de cela, j'envoyai à Isabelle un bouquet de lys empoisonnés, non mortels, mais causant des démangeaisons infernales pendant une semaine. Elle annula son discours public, se grattant comme une possédée devant les caméras. Une allergie mystérieuse, titra Le Monde. Je ris seul dans mon appartement, un verre de Bordeaux à la main, imaginant sa peau rougie comme un stigmate. Mais le vrai coup porta sur Marguerite. Son anniversaire approchait, un gala somptueux au Ritz, avec orchestre et invités triés sur le volet, politiciens, artistes, les ombres du pouvoir parisien. Elle m'avait exclu officiellement. Une lettre froide, signée de son avocat, m'interdisant l'entrée. « Vous n'êtes plus de la famille », y lisait-on. Étienne n'avait même pas eu le courage de me le dire en face. Il s'était contenté d'un SMS laconique. « Désolé, chérie. C'est mieux ainsi. » Je décidai alors. L'anniversaire serait annulé, non par absence, mais par chaos. J'infiltrai le traiteur via un contact à la librairie, un ancien cuisinier déchu. Une pincée de sédatif dans les coupes de champagne, juste pour la faire somnoler publiquement. Mais le destin, ce farceur en smoking, en décida autrement. Au moment où les invités levaient leurs verres, un scandale éclata. Des photos compromettantes d'Isabelle et Étienne, volées de mon téléphone, fuitèrent sur les réseaux. Nus, enlacés, dans notre lit. Le hashtag Trahison Laurent explosa, et le gala vira au cirque médiatique. Marguerite, livide, s'effondra sur une chaise, son cœur fragile protestant. Les ambulances hurlèrent dans la nuit parisienne, et elle fut emportée, inanimée. Coma, dirent les médecins. Un choc émotionnel, murmurèrent les tabloïds. Mais je savais, c'était le début. Et tandis que l'hôpital veillait sur elle, je me glissais dans les couloirs sombres, un flacon de belladone en poche, prêt à achever ce que le destin avait commencé. Pourtant, au cœur de cette nuit, alors que je m'approchais de son lit, une silhouette émergea de l'ombre. Pas un garde, pas un infirmier. C'était lui, mon père, que je croyais mort depuis 10 ans, un fantôme aux yeux caves et au couteau rouillé. « Claire, ma fille », dit-il d'une voix rauque comme le vent dans les ruelles de Belleville. « Il est temps de payer pour tout. » Devinez qui s'était présenté? Le passé, armé et vengeur. Mon père, Antoine Duval, n'était pas mort comme je l'avais cru. Non, il avait été englouti par les bas-fonds de Paris, ces abysses où les âmes perdues se noient dans l'absinthe et les dettes. À l'époque, quand j'avais 18 ans et que j'avais avorté seul, il avait découvert la vérité. Pas par moi, mais par un billet de clinique froissé dans la corbeille. « Tu as tué mon petit-fils pour un fils de riche », avait-il hurlé, son visage buriné par les années de four à pain rouge de colère. Il m'avait chassé, jurant de ne plus jamais me voir. Puis, silence. Un accident de camion sur la périphérique, avait-on dit. Corps non identifié, corps calciné. J'avais pleuré une nuit entière, puis enterré le deuil sous des couches de survie. Mais là, dans la chambre stérile de l'hôpital Saint-Louis, il se tenait devant moi, plus maigre qu'un squelette de la Comédie-Française, vêtu d'un manteau rapiécé qui puait le vinaigre. Le couteau dans sa main tremblait, pas de peur, mais de rage contenue. Marguerite Laurent, cette sorcière, m'a ruiné, crachatait-il. Ton mari? Son pantin. Ils m'ont accusé de fraude à la banque, falsifié des comptes pour me faire porter le chapeau. J'ai passé 10 ans en cavale, à creuser des tombes pour des truands à Pigalle, à mendier dans le métro. Tout pour survivre. Et toi, Claire? Tu as épousé le fils du diable. Ces mots me frappèrent comme un uppercut dans un ring de boxe illégal. Gan Titaï Ngikak. Voilà qui résonnait maintenant. Ce n'était pas seulement mon avortement que j'avais porté seul. C'était son crime que mon beau-père, le patriarche Laurent, avait maquillé en faillite de boulangerie. Antoine avait emprunté pour étendre son affaire, mais les Laurent, ces requins de la finance, avaient saboté les prêts, planté des preuves et jeté mon père au loup. Étienne le savait? Bien sûr. C'était son initiation au monde des affaires. Écrase les petits pour hisser les grands, lui avait appris Marguerite. Je lâchai le flacon de belladone. Il roula sous le lit avec un tintement sinistre. Père. Pourquoi maintenant? Murmurai-je, la voix brisée comme du cristal de baccarat. Il ricana, un son sec comme des feuilles mortes sous les bottes. Parce que j'ai vu les journaux. Ton petit spectacle au Ritz. Tu commences à ressembler à ta mère, une louve blessée. Mais écoute-moi, Claire,
La vengeance n'est pas un poison lent. C'est un feu qui consume tout, y compris soi-même. Nous parlâmes toute la nuit, perchés sur des chaises en plastique inconfortables, tandis que Marguerite gisait, branchée à des machines qui bipaient comme un requiem électronique. Mon père raconta tout, les nuits en prison provisoire à Fresnes, les nuits plus sombres encore dans les squats de la Goutte d'Or, où il avait appris à manier le couteau pour se défendre des dealers. J'ai tué une fois, pour survivre, avoua-t-il, les yeux dans le vague. Un voyou qui voulait ma part de pain volé. Mais les Laurent, eux, je les veux vivants, pour qu'ils souffrent. Son plan était diabolique, un écho à mes propres tourments. Isabelle, ma sœur traîtresse, briguait un poste à la mairie du 7e arrondissement, un tremplin pour les élections législatives. Mon père avait des contacts, d'anciens codétenus, des ombres du milieu. On l'a fait tomber, dit-il. Pas par la violence brute, mais par le scandale. Des photos, des témoignages falsifiés. Elle portera le chapeau pour un détournement de fonds fictifs, et ton mari paiera les pots cassés. Je hésitais. La trahison d'Isabelle était un couteau dans le dos, mais du sang, de la famille. Paris, avec ses avenues larges et ses ruelles étroites, m'avait appris que la morale est un luxe pour les riches. D'accord, soufflai-je enfin. Mais Marguerite d'abord. Elle se réveille demain. Je veux qu'elle sache. Le lendemain, le soleil filtrait à travers les voilages sales de la chambre, jetant des ombres longues comme des accusations. Marguerite ouvrit les yeux, ses yeux de serpent qui m'avaient tant haï. Claire, croissa-t-elle, sa voix un filet de soie déchirée. Je m'approchai, un sourire doux sur les lèvres, et lui pris la main. Oui, belle-mère. Je suis là. Pour tout arranger. Puis, d'une voix basse, je lui révélai tout, la liaison, les faux, le complot contre mon père. Ses pupilles se dilatèrent, un mélange de choc et de calcul froid. Tu mens, siffla-t-elle. Étienne m'aurait dit. Mais je sortis mon téléphone, et là, enregistré, une conversation volée entre elle et son avocat, ordonnant la ruine des Duval. Elle blêmit, et pour la première fois, je vis de la peur chez cette femme de fer. « Pourquoi me dire cela maintenant » demanda-t-elle, tentant de se redresser. « Parce que l'anniversaire est annulé pour de bon, » répondis-je. « Et votre empire avec. » Mon père surgit alors de l'ombre, le couteau rangé mais la menace palpable. « Rappelle-toi de moi, Marguerite, le boulanger que tu as écrasé. » Elle hurla, un cri strident qui alerta les infirmières. Mais avant qu'elle n'arrive, nous filâmes par les couloirs de service, mélangeant-nous à la foule des visiteurs. Dehors, sous un ciel de plomb, mon père me serra dans ses bras pour la première fois depuis des lustres. Nous sommes des Duval, Claire. Du pain et du feu. Les jours suivants furent un tourbillon de Paris en furie. Isabelle fut arrêtée pour soupçon de corruption, les preuves fabriquées par mon père si astucieuses qu'elle tenait la route devant les juges. Étienne, paniqué, tenta de me contacter, des appels frénétiques, des fleurs livrées à la librairie. « Reviens, mon amour. » C'était une erreur. Je ris, effaçant ces messages comme on balait des miettes. Mais la tension montait. Marguerite, sortie du coma, jurait vengeance depuis son lit d'hôpital, ses avocats déployés comme une armée de corbeaux. Le point de non-retour arriva lors d'une réception au Louvre, où Étienne cherchait à sauver les apparences. J'y allais, déguisé en serveuse, un rôle ironique pour une ex-roturière. Portant un plateau de coupe, je m'approchai de lui, son visage ravagé par l'insomnie. « Claire !» s'exclama-t-il, attrapant mon bras. « Écoute-moi. » Mais je renversai le champagne sur sa chemise, et avec lui, un document plié, les aveux signés par Marguerite sous la contrainte de mon père, avouant le sabotage contre les Duval. Le scandale éclata comme une bombe dans la salle des bronzes antiques. Flash des photographes, cris des invités. Étienne s'effondra à genoux, suppliant. « Pardonne-moi. » Je me penchai, mes lèvres effleurant son oreille. « Le pardon est pour les saints, Étienne. Moi, je suis la diablesse de Paris. » Pourtant, au milieu du chaos, une ombre me suivit dehors, Isabelle, les menottes aux poignets, escortée par la police. « Traîtresse !» cracha-t-elle. « Tu as tout manigancé. » Et dans ses yeux, je vis non la haine, mais un éclat de regret fugace. Était-ce ma sœur, ou le monstre que j'avais créé? La nuit tomba sur la scène, lourde de promesses sombres. Mon père m'attendait près du pont, un pain frais à la main. « Mange, fille. La vengeance affame. » Mais au fond de moi, une fissure. Étais-je en train de devenir eux? Les Laurent, Mutter et Larron? La vengeance, cette maîtresse jalouse, ne tolère pas les pauses. Après le fiasco au Louvre, Paris se délecta du spectacle comme d'un opéra tragique de Verdi mis en scène par les tabloïds.
L'Empire Laurent s'effondre. Trahison, corruption et un fantôme paternel, titrait Libération. Étienne fut suspendu de la banque familiale, relégué à un bureau anonyme dans le 9e arrondissement, où il signait des chèques pour des clients qu'il méprisait autrefois. Isabelle, en détention provisoire à la santé, pleurnichait dans les micros. C'est un complot de ma sœur. Elle est folle. Mais les preuves, ces toiles d'araignée tissées par mon père, tenaient bon, et son avenir politique s'évapora comme brume matinale sur la Marne. Marguerite, cette hydre, se releva plus vite qu'attendu. De son lit d'hôpital, elle orchestra une contre-attaque. Des détectives privés fouillant mon passé, des rumeurs semées dans les salons du faubourg Saint-Honoré. Bientôt, mon avortement refit surface. Comment? Un dossier anonyme envoyé à la presse, avec des photos floues de moi entrant dans la clinique. Claire Duval, l'avortoir secret d'une socialité déchue, hurla Paris Match. Les appels à la librairie doublèrent, non pour des livres, mais pour des ragots. Des clientes aux lèvres pincées me dévisageaient. C'est vrai, pour l'enfant. Je tins bon, barricadé derrière des piles de Victor Hugo et des cafés noirs. Mon père, redevenu Antoine le boulanger errant, s'installa dans un garni près de Bastille. Il pétrissait la nuit, me livrant des baguettes encore chaudes le matin. Le pain absorbe les poisons de l'âme, disait-il avec un clin d'œil. Ensemble, nous affinions le plan. Frappé au cœur, la banque Laurent. Étienne, acculé, avait hérité de la gestion quotidienne. Un faux virement, orchestré via un hacker recruté dans les bars sombres de Oberkampf, et l'institution chavirerait. Mais les Laurent n'étaient pas des amateurs. Une nuit, alors que je rentrais tard d'une filature, 2 ombres m'encerclèrent dans une ruelle du sentier. Des malfrats à gages, payés par Marguerite, leurs poings comme des marteaux. Lâche l'affaire, salope, grogna l'un, son haleine de bière. Je me débattis, griffant, mordant, mais ils me plaquèrent contre le mur humide. C'est alors qu'un coup de feu claqua, pas mortel, mais précis, dans la jambe du plus proche. Mon père surgit, son couteau remplacé par un vieux revolver de la guerre d'Algérie. Touchez pas à ma fille. Nous fûmes de retour à l'appartement, pansements improvisés et adrénaline pulsant. Il lutte sale maintenant, altatéil, versant du cognac dans nos blessures. Marguerite prépare un coup, elle accuse ton père de meurtre. L'homme que j'ai tué à Pigalle, elle a des témoins. Le twist me frappa, la lisse face de la famille venait de se retourner, utilisant mes propres péchés contre moi. J'avais Ganticho NGI-CAC depuis si longtemps que maintenant, c'était une boucle infernale. La tension culmina lors d'une confrontation forcée. Étienne m'invita à discuter dans notre ancien appartement, prétextant une réconciliation. J'y allais armé. Pas d'armes, mais de mots aiguisés comme des guillotines. Il était là, seul, les yeux rougis par les larmes ou le whisky. Claire, je t'aime encore. Isabelle n'était qu'un caprice. Maman m'a forcé. Je ris, un rire amer comme le café de chez Janou. Un caprice qui a ruiné mon père, qui m'a fait avorter seul. Il s'agenouilla, suppliant, et pour un instant, je vis l'homme que j'avais aimé, vulnérable, brisé. Aide-moi à arrêter ça. On recommence à zéro. Mon cœur vacilla. La trahison n'efface pas les souvenirs. Mais alors, la porte s'ouvrit. Marguerite, en fauteuil roulant poussée par un infirmier, et derrière, Isabelle, libérée sous caution, un sourire victorieux aux lèvres. « Bien joué, mon fils », susurra la matriarche. « Attire-la ici, et on finit le travail. » C'était un piège, des caméras cachées, un notaire prêt à faire signer des aveux sous contrainte. Tu confesserais tes crimes, le scandale au Ritz, les faux documents, et on te laisse partir, ricana Isabelle. Sinon, ton père pourrit en tôle pour meurtre. Le choix était clair, me sacrifier ou les voir tous sombrer. Paris, dehors, bruissait de sirènes lointaines, comme un chœur grec moqueur. Je signai, les mains tremblantes, mais pas avant d'ajouter une clause. En échange, vous avouez publiquement le sabotage contre Antoine Duval. Ils acceptèrent, pensant m'avoir vaincu. Mais c'était mon twist. Le notaire était un ami de mon père, un avocat véreux des beaux quartiers, et le document était bidouillé pour les piéger. Dès que l'encre sécha, il fut envoyé aux autorités, non comme un accord, mais comme une confession des Laurent. Le chaos s'ensuivit. Perquisition à l'hôtel particulier, Étienne arrêté pour complicité, Isabelle renvoyée en cellule. Marguerite, hurlante, tenta de se lever de son fauteuil. « Salope, tu paieras. » Mais son cœur, ce traître, lâcha à nouveau. Cette fois, pas de coma, un infarctus massif, là, dans le salon au tapis persan. Je sortis dans la nuit, l'air chargé d'ozone comme avant l'orage. Mon père m'attendait au pied de l'immeuble, une cigarette aux lèvres. C'est fait,
demanda-t-il. Presque, répondis-je. Et nous marchâmes vers la Seine, où les lumières dansaient comme des âmes damnées. Pourtant, la victoire avait un goût de cendre. Étienne, en menottes, m'avait lancé un dernier regard, non de haine, mais d'amour brisé. Était-ce sincère? Ou un dernier mensonge? Les lecteurs de cette histoire se diviseraient, héros ou monstres. La revanche parfaite, ou une spirale de destruction. Avec la chute des Laurent, Paris se repaissait de notre saga comme d'un feuilleton à rebondissement. Le Figaro dépeignait Marguerite comme une reine déchue de la finance, son avis de décès orné d'une photo en noir et blanc où elle posait, impériale, devant la tour Eiffel. Étienne, incarcéré à la conciergerie, ironie du sort, dans les pas des révolutionnaires, refusa tout contact. Isabelle, brisée, tenta le suicide en cellule, un geste théâtral qui fit les unes des journaux People, la traîtresse repentie ou l'actrice jusqu'au bout. Mon père et moi, nous nous réinstallâmes dans la vie, mais les cicatrices saignaient encore. La boulangerie rouvrit sous notre nom, Duval et Filles, rue des Rosiers, avec des croissants feuilletés qui cachaient des secrets moins doux. Les clients affluaient, curieux. C'est vous, la vengeresse. Je souriais, servant du café, juste une femme qui a repris son dû. Mais la nuit, les cauchemars venaient, le visage d'Étienne suppliant, le cri final de Marguerite, l'avorton fantôme qui me hantait depuis Belleville. La tension persista, car la vengeance n'est jamais propre. Un matin, un paquet anonyme arriva à la librairie. Une mèche de cheveux blonds, ceux d'Isabelle, et une note. Tu as gagné la bataille, mais la guerre continue. Marguerite avait des alliés, des cousins éloignés dans la haute bourgeoisie, prêts à laver l'honneur familial. Ils engagèrent un privé, un ancien flic de la PJ aux méthodes douteuses, pour me suivre. Je le repérai vite, un type bedonnant en trench-coat, sirotant un espresso place de la Contrescarpe. Mon père, flairant le danger, insista pour contre-attaquer. On frappe les racines, dit-il. Les racines des Laurent menaient à la banque, toujours debout malgré le scandale, géré par un oncle cupide nommé Henri. Nous infiltrâmes via un employé débauché, un jeune comptable aux dettes de jeu. Un malware simple, codé par un geek de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, vida les comptes offshore sur des paradis fiscaux fictifs. Des millions évaporés, des actionnaires en panique. Henri, acculé, se tira une balle dans la bouche au-dessus de la Seine. Un suicide ou un meurtre maquillé. Les rumeurs enflèrent, divisant la ville. Justice poétique ou crime odieux. Le public se scinda en camps. D'un côté, les pros du Val, ces prolos du XXe qui acclamaient la revanche des petits. De l'autre, les élites du XVIe, hurlant au lynchage populiste. Des manifestations sporadiques, pancartes « Justice pour les Laurent », face à du pain et pas de chêne. Moi, au milieu, je lisais les forums en ligne, les commentaires venimeux. Claire est une héroïne féministe, versus elle a du sang sur les mains, comme sa pute de sœur. Le chaos trao survint lors d'une audience préliminaire pour Étienne, au palais de justice de l'île de la Cité. J'y allais comme témoin, non pour le défendre, mais pour l'achever. La salle était un théâtre gothique, avec ses hauts plafonds voûtés et ses juges en toge noire comme des corbeaux. Étienne, en costume froissé, me fixa depuis le banc des accusés. « Claire, témoigne la vérité », implora son avocat, un requin aux lunettes cerclées d'or. La vérité? Quelle vérité? Celle de l'amour trahi ou du complot familial? Je montai à la barre, la voix ferme malgré le tremblement intérieur. Étienne Laurent a non seulement trompé sa femme, mais il a participé à la ruine d'une famille innocente. Mon père, Antoine Duval, a porté le chapeau pour leur fraude. Les murmures s'élevèrent, le juge tapa du maillet. Puis, le twist. Je produisis une lettre, la dernière de Marguerite, dictée sur son lit de mort. Mon fils est innocent. C'était moi, seul, qui ai orchestré tout. Étienne ignorait l'avortement, ignorait le sabotage. Libérez-le. Et maudissez Claire Duval, cette vipère. Un silence de mort tomba. Étienne pleura, non de joie, mais de dégoût pour sa mère. L'avocat sauta sur l'occasion, preuve d'innocence. Mais moi, je souris intérieurement. La lettre était un faux, rédigé par mon père d'une écriture imitant celle de Marguerite. Non pour le libérer, mais pour le briser, le faire douter de tout, y compris de son propre sang. Le juge ajourna, Étienne fut conduit dehors, me jetant un regard hanté. Était-ce vrai? Dehors, la foule bouillonnait, partisans scandalisés, à terre jubilant. Quelqu'un me cracha dessus, meurtrière. Tandis qu'une autre m'embrassait, reine. La division était totale, un miroir de ma propre âme fracturée. Mon père m'attendait dans un café voisin, lisant Le Canard enchaîné. Bien joué. Mais attention, les serpents mordent même mort.
Cette nuit-là, seul dans mon lit, je repensais à l'avortement. Était-ce un enfant ou un fantôme? La vengeance m'avait libéré, mais à quel prix? Paris dormait, indifférente, ses lumières clignotant comme des mensonges. Les mois s'écoulèrent comme le vin dans les verres des bistrots de Ménilmontant, amer, entêtant, laissant un arrière-goût de regret. La banque Laurent s'effondra définitivement, rachetée par des Chinois anonymes qui transformèrent le siège en musée du capitalisme. Étienne, libéré sous caution grâce à la lettre de Marguerite, disparut dans les brumes de la Côte d'Azur, murmurant des rumeurs de monastères ou de yachts loués pour l'éternité. Isabelle, après son geste raté, fut transférée en hôpital psychiatrique à Sainte-Anne, où elle écrivait des lettres que je brûlais sans lire. « Pardon, sœur », commençait-elle toujours. « Pardon ?» Trop tard pour les macarons empoisonnés. Mon père et moi prospérions, en surface. La boulangerie devint un lieu de pèlerinage pour les vengés. Des femmes battues, des employés licenciés, venant manger des pains au chocolat en écoutant mes silences. La librairie, elle, se remplit de commandes sur la vengeance féminine, de la princesse de Clèves à des essais sur Médéa revisités. Mais la nuit, la tension me serrait la gorge comme un corset trop serré. Les détectives de l'ombre rôdaient encore, et un appel anonyme glauque, le fantôme de l'enfant te regarde. Le twist final frappa comme un éclair sur la tour Montparnasse. C'était une lettre, postée de Marseille, signée d'Étienne. Non une supplique, mais une révélation. Claire, tu as tout faux. L'avortement? Je le savais. Ta sœur me l'a dit, pour me séduire. Et le sabotage contre ton père? C'était moi, pour te punir de l'avoir caché. Marguerite voulait te protéger, te racheter une vie ailleurs. Mais j'ai tout gâché, par jalousie. Et maintenant, je sais pour l'enfant, c'était une fille. J'ai payé un privé pour les dossiers. Elle aurait eu tes yeux. Le papier trembla dans mes mains. Une fille. Vivante? Non, l'avortement avait été complet, mais... Et si? Les cliniques clandestines, les rumeurs de bébés revendus au marché noir. Paris, ville des disparus, cachait tant de tombes anonymes. Je confrontais mon père, ce soir-là, autour d'une bouteille de Calvados. As-tu su pour l'enfant? Il baissa les yeux, sa pipe froide entre les dents. Oui. La clinique m'a dit, complication, mais peut-être sauvée. Adoptée par des riches, pour laver les péchés. C'était une Laurent, Claire. Marguerite l'a prise, pour la former en héritière. Le monde vacilla. Ma vengeance n'était pas contre des traîtres, mais contre un cercle de mensonges concentriques. Marguerite avait élevé ma fille, notre fille, comme la sienne, une nièce orpheline nommée Élise, désormais étudiante à Sciences Po, ignorant tout. Élise Laurent, l'héritière parfaite, avec mes yeux verts et le sourire d'Étienne. Je la trouvais sur Facebook, ses portraits lisses de fêtes au bois de Boulogne, de débats enflammés sur l'écologie. Belle, innocente, un pion dans le jeu. La décision fut la plus controversée, la confronter ou la laisser. Lui dire la vérité, risquant de la briser, ou l'abandonner à son mirage doré. Les lecteurs se diviseront, révélation libératrice ou égoïsme cruel. J'optai pour le silence, mais avec une touche finale. Une lettre anonyme à Élise, ta mère biologique t'aime. Cherche les Duval rue des Rosiers. Mais sache, la vengeance forge les chaînes. Puis, je disparus avec mon père, vers la Normandie, ces falaises battues par les vents où les secrets se noient dans la mer. Était-ce un happy end? Ou une bique à CH éternelle? Paris, derrière nous, continuait son bal masqué, lumières éternelles sur des âmes tourmentées. Et moi, Claire Duval, j'avais annulé non un anniversaire, mais une vie entière de mensonges. Devinez qui s'était présenté à la fin? Moi-même, face à mon propre reflet, un couteau à la main. Mais cette fois, pour trancher les liens, ou les nouer à jamais. Fin.